Queremos una Europa libre de odio y de discriminación, una Europa plural, diversa, una Europa feminista, una Europa antirracista, una Europa antifascista. Ce n'est pas l'Europe que nous voulons, ce n'est pas la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne que nous voulons. Nous voulons une Europe sans haine ni discrimination, une Europe plurielle et diverse, une Europe féministe, antiraciste et antifasciste. Frente a su saludo fascista, nuestra voz, nuestro puño en alto, trabajo digno, derechos sociales, igualdad y diversidad, fraternidad entre los pueblos, democracia y libertad. Liberté, igualité, fraternité, no vamos a retroceder. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡No pasarán! Face à leur salut fasciste, notre voix est notre poing levé. Pour du travail décent, des droits sociaux, l'égalité et la diversité, fraternité entre les peuples, démocratie et liberté. Nous ne reculerons pas. Vive la lutte de la classe ouvrière, no pasarán. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais demander à Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, de venir. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Il faut toujours avoir un peu d'espoir. Il faut combattre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et cultiver l'amitié entre les peuples. Il faut vraiment se battre dans la vie pour avoir quelque chose. Il faut s'engager. Il est des moments où l'histoire nous appelle non pas à commenter le cours des choses, mais à y intervenir. C'est ce que nous rappellent ces mots de Camille Sénon, notre camarade rescapé d'Oradour-sur-Glane, dont nous avons fêté les 100 ans la semaine dernière. Aujourd'hui, face à la montée de l'extrême droite, ce moment est venu. Nous sommes ici pour dire notre grande inquiétude et notre détermination à agir. Les travailleurs et les travailleuses de ce pays n'ont jamais cédé aux sirènes de la haine. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le feront. Camille, tu peux compter sur nous. Nous sommes à un moment de bascule. Alors que nous fêtons les 80 ans de la victoire contre le fascisme et le nazisme, l'histoire semble bégayer. L'extrême droite progresse partout dans le monde et ses idées font des ravages. Je veux rendre ici hommage à Hichem Miraoui et à Aboubacar Cissé, assassinés par des agresseurs racistes et islamophobes. Je veux aussi dénoncer et condamner cette montée continue des actes et propos antisémites, à l'image de ce dont a été victime le rabbin d'Orléans, Harry Engelberg. Nous en sommes témoins partout, et aussi sur les lieux de travail, comme à Grenoble où un chauffeur de bus a reçu des menaces de mort accompagnées de messages islamophobes. Face à cette vague de haine, les organisations syndicales prennent leurs responsabilités. Nous avons lancé une campagne contre le racisme et l'antisémitisme sur les lieux de travail, car il faut lutter avec la même intransigeance contre les deux fléaux. Contrairement aux mensonges instillés par l'extrême droite, on ne peut pas répondre à l'antisémitisme par un autre racisme. L'extrême droite, c'est aussi le grand recul pour les femmes et les personnes LGBTQIA+. L'extrême droite n'arrive pas au pouvoir par magie. Elle y accède avec le soutien de milliardaires comme Elon Musk aux États-Unis, Bolloré et Sterrin en France, dont elle sert les intérêts. Son bilan, c'est donc aussi et surtout la remise en cause des droits des travailleurs et des travailleuses. Aux États-Unis, Donald Trump a prévu 4 000 milliards de nouveaux cadeaux pour les milliardaires. Il a déjà licencié 100 000 fonctionnaires. Je veux dire ici tout notre soutien à nos camarades de l'AFL-CIO, le syndicat américain. David Huerta, le vice-président des syndicats de Californie, vient d'être incarcéré par Trump. Il doit être libéré immédiatement. L'extrême droite, c'est aussi la guerre. Quel point commun entre Poutine, Netanyahou et Trump ?
Ils sont tous les trois d'extrême droite et ils visent à remplacer le droit international par la loi du plus fort, ou plutôt par la loi du plus riche. L'action éclatante des dockers de Fos en soutien à Gaza fait maintenant tache d'huile au plan mondial. Nous manifesterons ensemble ce samedi pour exiger un cessez-le-feu et la reconnaissance de la Palestine. Nous sommes ici, surtout, pour dire notre détermination et notre combativité. Face à cette internationale notre internationale antifasciste est unie. C'est maintenant aussi une internationale antifasciste. Être syndicaliste aujourd'hui, c'est refuser que le mot travailleur soit confisqué par les faussaires de la nation. C'est rappeler que la solidarité n'a pas de frontières, mais que la haine en trace partout. Pépé, un immense merci pour ta présence aujourd'hui à nos côtés. Il y a 2 ans, par la mobilisation des 2 grands syndicats espagnols, l'UGT que tu rediriges et les commissions ouvrières, vous avez non seulement réussi à empêcher l'extrême droite, Vox, qui est présente ici aujourd'hui, d'arriver au pouvoir, mais vous avez aussi gagné l'élection d'un gouvernement progressiste qui a augmenté le SMIC de 60% et vient de signer un accord de réduction du temps de travail. En France, il y a 1 an, alors que tout le monde prédisait l'entrée de Jordan Bardella à Matignon, la mobilisation de la société civile et des organisations syndicales a empêché cette catastrophe. Cela démontre que rien n'est jamais écrit d'avance et que notre mobilisation fait la différence. Comment ? Par l'unité d'abord. Comme le dit magnifiquement Louis Aragon, quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat. Il faut être à la hauteur de la gravité du moment. L'histoire nous enseigne avec clarté. Quand les forces progressistes sont divisées, l'extrême droite avance. Quand elles sont unies, elles reculent. L'unité, dans le respect du rôle de chacun et de chacune, dans le respect de l'indépendance syndicale, elle n'est pas un luxe, elle n'est pas un discours, c'est un acte de résistance. L'extrême droite prospère sur le déclassement du travail qui ne permet plus de vivre, le déclassement de nos industries qui partent à l'autre bout du monde, le déclassement de nos services publics qui sont paupérisés comme jamais. Il faut se le dire franchement. Tant que la gauche renoncera à transformer la société, tant que la gauche n'aura pas le courage d'affronter les forces du capital, cela ouvrira un boulevard à l'extrême droite. Il faut donc, pour combattre l'extrême droite, ouvrir des perspectives sociales, montrer un chemin pour relocaliser l'industrie, pour remplacer le libre-échange qui fait des ravages d'un point de vue environnemental et social par un juste échange. Il faut mettre fin à l'Europe du dumping et de la concurrence pour construire enfin une Europe des travailleurs et des travailleuses. L'extrême droite n'est pas l'amie des travailleurs et des travailleuses. Elle est leur ennemie la plus habile et la plus perfide. Elle parle au nom du peuple, mais elle gouverne pour les puissants. Derrière ces discours populistes, derrière ces promesses creuses, il y a des faits. Partout où l'extrême droite a gouverné, les droits sociaux ont reculé, la répression s'est accrue et les inégalités ont explosé. Je veux finir par un message solennel. Il n'est plus minuit moins le quart, mais minuit moins 1. Soyons au rendez-vous. Le monde du travail ne pliera pas. Et face à l'extrême droite, nous sommes un rempart. Inébranlable, incontournable, indispensable. Ce combat n'est pas une option, c'est notre devoir. Celui que nous devons à celles et ceux qui nous ont précédés et à celles et ceux qui viendront après. No pasaran! 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 Merci beaucoup. Donc maintenant, si Madame Marie-Lise Léon pouvait venir, secrétaire générale de la CFDT. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec grand plaisir que nous sommes réunis aujourd'hui, parce que ce qui se joue aujourd'hui à Mormant-sur-Vernisson, ce n'est pas un simple rassemblement électoral. C'est une vitrine internationale et européenne de l'extrême droite. Viktor Orbán, Premier ministre hongrois,
a méthodiquement affaibli les contre-pouvoirs dans son pays. Il a muselé les médias, restreint l'indépendance de la justice, réprimé les syndicats et inscrit dans la Constitution des mesures ouvertement anti-LGBT. Matteo Salvini, leader de la Ligue italienne, a mis en place une politique migratoire inhumaine. Fermeture des ports aux ONG, criminalisation des secours en mer. Santiago Abascal, à la tête de Vox en Espagne, ni même l'existence des violences faites aux femmes. Il s'attaque aux droits des personnes LGBT. Il glorifie l'héritage franquiste. Tous ont en commun une haine profonde de l'égalité, du progrès social et de la diversité. Pendant qu'ils parlent ici en disciples, leurs maîtres perfectionnent leur modèle. Donald Trump met en place un programme social de régression démocratique. Il affaiblit la presse, il instrumentalise la justice, il restreint les droits syndicaux et piétine les libertés publiques. Il vise, comme ses amis européens, à tuer l'idée même d'une alternance politique. Ce n'est pas une caricature, c'est bien leur projet. Et c'est ce projet que Marine Le Pen et Jordan Bardella embrassent en les accueillant aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un meeting festif, c'est une démonstration de force pour eux. Un signal clair envoyé à l'Europe. L'extrême droite ne se cache plus. Elle s'organise, elle coopère, elle a une stratégie internationale. Et nous devons tout aussi être clairs. Ces modèles autoritaires, discriminants et violents ne passeront pas sans notre résistance. Parce qu'ils nous menacent, ils ne menacent pas seulement les libertés aujourd'hui, ils veulent empêcher celles de demain. Face à ce projet, la CFDT ne se taira pas et ne se résignera pas. Parce que quand la démocratie vacille, mes camarades, le syndicalisme, lui, il doit tenir debout. Parce que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Il ne propose pas une alternative politique. Il est une rupture avec la démocratie sociale. Il ne veut pas gouverner avec le peuple. Il veut l'utiliser et le diviser. Un programme de discrimination, de rejet, qui hiérarchise des droits en fonction de la nationalité, du genre ou de l'origine. Diviser pour mieux régner, pointer des boucs émissaires, c'est ça la préférence nationale. Et tous ces partis, mes camarades, tous ces partis, ils votent contre les avancées sociales. Ils combattent les hausses de salaire. Ils combattent les protections des travailleurs et des travailleuses, les droits des femmes, les mesures écologiques. Ils se nourrissent de la colère sociale, mais ne font rien pour y répondre. Ils promettent l'ordre, mais sèment le chaos. Ils parlent de grandeur, mais cultivent la petitesse. Ils invoquent le peuple, mais ils le méprisent. Nous croyons à la solidarité, pas à la division. Nous croyons à l'émancipation, pas à la soumission d'un chef. À l'égalité réelle, pas à la préférence nationale. Notre boussole, c'est la justice sociale. Notre horizon, c'est l'émancipation. Et nous savons que la démocratie n'est pas un acquis. Elle se défend, elle se vit, elle s'entretient, elle s'organise dans les entreprises, les administrations, dans les territoires. Elle ne se décrète pas, elle se construit dans les assemblées et sur les lieux de travail. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui ensemble. Ce 9 juin, nous parlons d'une voix claire, libre et responsable. Nous ne pouvons pas être les spectateurs silencieux de ce basculement. Nous sommes de ceux qui construisent, qui n'acceptent pas l'idée que la peur, le repli ou la haine deviennent l'horizon de notre société. Il est tard, mais il est temps.
Il est temps du syndicalisme, un syndicalisme antidote au populisme. Notre organisation collective sera la meilleure réponse à la fragmentation sociale. Alors oui, l'avenir ne se construira pas avec les ennemis de la démocratie, mais avec celles et ceux qui la font vivre chaque jour au travail, en s'engageant et pour la solidarité. Nous ne céderons rien sur ce terrain. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez dit quelque chose. Non, pas Saran, mais vous avez dit quelque chose. C'est aussi un rassemblement festif. Yann Brossat, maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de m'exprimer devant vous, entouré des élus communistes du Loiret. D'abord pour vous dire le grand bonheur que j'ai d'être ici, le grand bonheur de vous voir si nombreux après la très belle manifestation de ce matin au cours de laquelle vous avez été, nous avons été plus de 4000 à manifester pour dire non à l'international réactionnaire. Oui, nous avons été nombreux à dire non à ce carnaval du pire, à dire non à ce pot pourri des malfaisants qui se rassemblent à quelques mètres d'ici. Et au fond, je crois qu'aujourd'hui les choses sont claires. Madame Le Pen fait le choix de se placer sous la tutelle de Monsieur Orban. Elle qui se présente en grande patriote fait le choix de se présenter sous la tutelle de cette extrême droite fasciste, raciste, xénophobe qui instille partout le venin de la division. Monsieur Orban, ça a été dit tout à l'heure, qui s'attaque aux droits des travailleurs, qui s'attaque aux syndicats, qui s'attaque aux droits des femmes, qui impose par exemple aux femmes qui veulent procéder à une IVG d'écouter les battements de cœur de leur fœtus. Monsieur Orban qui a par exemple inscrit dans le programme scolaire des petits Hongrois que les femmes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Voilà les alliés de Madame Le Pen. Madame Le Pen, ses amis, cette internationale réactionnaire qui apporte son soutien au gouvernement barbare de Benyamin Netanyahou. Et je veux dire ici notre plein soutien aux dockers de Fos qui ont eu raison du chargement de fusils qui devait aller en Israël. Alors bien sûr, en France, ils ne sont pas au pouvoir. Et s'ils ne sont pas au pouvoir, c'est parce que des millions d'électrices et d'électeurs se sont rassemblés pour leur faire barrage. Mais leurs mots suffisent bien souvent à provoquer des tragédies. Et en le disant, j'ai bien sûr une pensée pour Aboubacar Cissé, pour ce jeune homme qui allait prier dans la mosquée de la Grande Combe et qui a été assassiné simplement parce qu'il est musulman. Je pense aussi à Hichem Miraoui dans le Var, qui a été assassiné par son voisin raciste. Voilà où mène la haine propagée par Madame Le Pen et par cette internationale réactionnaire. Ne nous y trompons pas, ce racisme, cette xénophobie, ils ne viennent pas des tréfonds de la société française. Toutes les enquêtes le montrent. La société française, elle est plutôt moins raciste qu'elle ne l'était au début des années 80. Ce racisme, cet antisémitisme, ce venin de la haine, il vient d'en haut, il vient d'une élite politique, économique, financière, des Bolloré, des Stérins qui visent à diviser le monde du travail. Parce qu'au fond, ils savent que la division du monde du travail, c'est leur assurance vie pour continuer à appliquer des politiques libérales. Et donc nous, notre force, notre principal atout, et nous l'avons montré aux dernières élections législatives, nous l'avons encore montré ce matin, c'est notre unité, l'unité des forces de gauche, l'unité des forces syndicales, l'unité du monde du travail pour faire obstacle à ces malfaisants. Restons unis et nous gagnerons. Merci beaucoup. Je vais demander à Ridel, députée européenne, qui vient pour le PS. Et donc, voilà, respectez le temps aussi. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs, chers amis. Merci d'être venus si nombreux.
parce que à la marche et dans ce village antifasciste, nous sommes 3000 rassemblés pour dire non à l'extrême droite européenne, à la pire extrême droite qui se rassemble à quelques encablures d'ici et qui sont les fossoyeurs de l'Europe et de ses valeurs. C'est Viktor Orban qui a fait sombrer la Hongrie dans l'autoritarisme, jusqu'à refuser la liberté de manifester aux personnes homosexuelles LGBTQIA+, pour, je cite, protéger les enfants. Ces gens prétendent que protéger les enfants, c'est leur apprendre à haïr la différence, à proscrire la liberté, à renier la dignité. Il y a aussi, pas si loin d'ici, et notre camarade de l'UGT le connaît bien, Santiago Abascal, l'Espagnol qui nie les violences machistes, nostalgique de la dictature de Franco, antisyndicaliste. Et puis il y a bien sûr Jordan Bardella qui fait des émissions ambition intime pour nous faire oublier la crasse de ce qu'il défend quand, par exemple, au Parlement européen, il nommait Elon Musk et ses salinazis au prix Sakharov. Si nous nous rassemblons ici, mes amis, c'est pour dire haut et fort ce qu'ils sont racistes, xénophobes, climato-sceptiques, misogynes, anti-IVG, qu'ils sont pro-Poutine aussi, pro-Trump, pro-Netanyahou. La justice, les droits humains les plus élémentaires ne les intéressent pas. Ils se revendiquent toute la journée de belles valeurs, ils n'en ont aucune. Ils se disent aussi pour la liberté, mais ne supportent pas ce qui est différent d'eux. Alors nous sommes ici pour rappeler qu'ils ne représentent pas le peuple. L'extrême droite est toujours arrivée au pouvoir en étant soutenue par une oligarchie. Et cette oligarchie, en France, c'est celle de Bolloré et de Pierre-Édouard Stérin, qui mettent leurs milliards au service de l'extrême droite, de ses influenceurs, de ses médias, de ses partis politiques et de ses associations. Chaque jour, c'est une nouvelle panique morale relayée par les chaînes d'infos en continu et les médias du groupe Bolloré. Nous sommes réunis pour dire stop à cette atmosphère étouffante et dangereuse. Le flot continu de propos dégradants et haineux que l'on entend à toutes heures de grandes écoutes, elles ont des conséquences, et cela a été rappelé. C'est le meurtre d'Aboubacar Cissé dans le Gard. C'est 5 semaines après le meurtre d'Hichem Miraoui dans le Var par un homme qui répandait des propos racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux. C'est la semaine dernière l'agression d'un jeune socialiste du Loiret que je salue à Orléans par un militant néo-nazi. Les crimes et les délits à le pays ont bondi de 11% en un an. L'antisémitisme explose. Selon une enquête du ministère de l'Intérieur, c'est plus d'1 million de personnes qui vivent en France qui ont été victimes de racisme ou d'antisémitisme. Et pendant qu'on parle des musulmans toute la journée, du voile, on ne parle pas des conditions de travail, on ne parle pas de l'hôpital, on ne parle pas de l'école, on ne parle pas de l'écologie. Alors nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour dire qu'il faut se réveiller, la gauche, les écologistes, les forces syndicales, qu'il faut savoir reconnaître le péril. L'histoire n'est pas une marche irréversible vers le progrès. La paix, la liberté, l'égalité, la solidarité, le droit au bonheur ne sont jamais acquis. Tout peut basculer. Et comme disait la grande Lucie Aubrac, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Mais nous ne ferons pas que cela, résister. Prenons exemple sur la résistance avec un grand R qui, tout en combattant le mal, a aussi pensé l'alternative. C'est dans la résistance que se sont forgées toutes les grandes lois sociales d'après-guerre. Alors n'essayons pas juste d'empêcher que le monde et l'Europe ne se défassent, inventons-en une nouvelle. Débarrassons la France et l'Europe de leur haine, de leur conservatisme. Dressons-nous contre l'oligarchie qui divise le peuple pour mieux régner avec le racisme, la xénophobie, les discours anti-insistanat. Luttons contre les fractures territoriales, sociales. Nous venons ici avec notre héritage qui est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour la laïcité, pour la République, pour les congés payés, pour l'État social, pour le progrès humain, démocratique, écologiste. C'est notre héritage et c'est notre avenir. Et nous le ferons triompher en France et en Europe. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors maintenant, nous allons accueillir la France Insoumise dans les personnes de Manon Aubry, députée européenne, et Louis Boyard, député français.
Eux, j'espère qu'ils respecteront le temps de parole d'une personne. Résistance. Merci à vous toutes et à vous tous pour cette mobilisation nombreuse et faire la démonstration que Montargis, oui, est antifasciste et qu'à Montargis, les fachos ne sont pas les bienvenus. Vous avez vu donc que Jordan Bardella a convoqué tout ce qu'il se fait de pire de l'Europe fasciste et xénophobe. Soit dit en passant, Jordan Bardella, pour se donner une stature internationale, manifestement, faut qu'il invite des dirigeants de partout en Europe, parce que c'est vrai qu'au Parlement européen, on le voit pas beaucoup. Vous connaissez son surnom, Jordan Bardella. Mais j'en reviens à l'identité de celles et ceux qui sont à quelques kilomètres d'ici. Ici se trouve le pire de l'Europe fasciste et raciste, c'est Viktor Orban. Viktor Orban qui a interdit la Pride en Hongrie à Budapest. Viktor Orban qui accueille à bras grands ouverts Benjamin Netanyahou, le génocidaire, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et j'en profite d'être à cette tribune pour demander ici solennellement la libération de la flottille de la liberté, qui est notre honneur. Les seuls qui devraient être devant des tribunaux, les seuls qui devraient être emprisonnés, ce sont le gouvernement et les dirigeants génocidaires israéliens, pas les humanitaires. Je vous passe ici le reste du casting parce qu'il a été fait par ceux qui m'ont précédé, de Matteo Salvini, fan de Mussolini, d'un homme polonais qui a déclaré que l'IVG venait d'une revendication juive. On nous dit depuis le début qu'on n'a jamais essayé l'extrême droite. Allez voir en Hongrie, allez voir en Italie, allez voir dans tous les pays où l'extrême droite est passée au pouvoir. Ce n'est pas la fête de la victoire qui se déroule ici, c'est la fête du racisme, de l'homophobie et du sexisme notoire. Voilà ce que nous dénonçons aujourd'hui. Le Rassemblement national montre ici son vrai visage, celui d'un racisme pur jus, qui amène un de ses sympathisants à assassiner Hichem parce qu'il n'avait pas la bonne origine, parce qu'il n'avait pas la bonne religion. Ce racisme d'État qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères avec un Bruno Retailleau qui crie à bas le voile ou que sais-je encore en parlant de régression ethnique. Voilà ce racisme d'atmosphère qui est aujourd'hui mené par l'extrême droite, mais dans lequel s'engouffrent les macronismes qui portent une lourde responsabilité dans la montée de l'extrême droite partout en Europe. Et la seule digue contre cette extrême droite se trouve ici. Je terminerai par dire... On prend, hein? Je terminerai par dire ici, au nom, je le sais, de beaucoup de millions de Françaises et de Français, non, monsieur Orban, non, monsieur Salvini, vous n'êtes pas les bienvenus en France. Et à chaque fois qu'avec vos alliés de Jordan Bardella à Marine Le Pen, vous foulerez du pied nos valeurs fondamentales, nous serons là à nous rassembler avec les forces sociales, associatives et syndicales et nous dirons haut et fort, siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Louis Boyard, maintenant. Soyez bref et direct. Bien sûr, je serai extrêmement direct en disant à Jordan Bardella et à Marine Le Pen qu'en laissant fouler le sol de notre pays à ce que l'Europe fait de pire en termes de chef d'État misogyne, raciste, LGBT-phobe, anti-avortement, en invitant tous ces chefs d'État, ils ont souillé le sol de la France. Ils ont souillé le sol de la France, du sang de ces réfugiés et de ces migrants qu'ils ont chassés et qu'ils ont abandonnés à la noyade. Ils ont souillé le sol de la France, du sang de ces femmes qui doivent avorter dans l'illégalité parce qu'ils ont rendu l'avortement illégal dans leur pays.
Ils ont souillé la France du sang des Palestiniens, dont ils soutiennent tous le génocide à travers la politique de M. Netanyahou, dont ils sont un allié. Et je veux leur dire qu'en réponse, nous leur donnons cette riposte, qui est le miroir de ce qu'a été la flottille pour la liberté. Et nous exigeons immédiatement la libération de Rima Hassan, de Greta Thunberg et de tous les autres humanitaires. Ce bateau est le symbole de ce que doit être la riposte antifasciste. Chaque fois que l'extrême droite tentera d'exercer une liberté de s'exprimer ou tentera d'exercer la monstruosité de sa politique, nous riposterons. Parce que si l'on se tait, si l'on s'habitue au racisme, si l'on s'habitue à l'islamophobie, si on s'habitue à l'antisémitisme, à la haine, au recul des droits sociaux, si jamais on se tait, tout est perdu. Ce que cherche l'extrême droite, ce n'est pas d'obtenir une majorité dans le peuple. Il cherche l'indifférence. Ils cherchent le silence passif et complice qui laisse faire. Et nous ne leur offrirons jamais ce silence et jamais ce laisser-faire. Ni à eux, ni à Netanyahou, ni à Bruno Retailleau. Nous ne leur céderons pas un pouce de terrain. Quand il y a un ministre des Armées qui laisse passer des composants pour fabriquer des mitrailleuses envoyées en Israël, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui crie « à bas le voile », l'extrême droite est déjà au pouvoir. Et cette extrême droite, quand on prétend la combattre, on la censure, on la dégage. Voilà comment on combat l'extrême droite. Non pas Saran, et censure de tous les ministres d'extrême droite. Merci beaucoup. Et donc maintenant, si Sophie Bénédictet veut bien venir, secrétaire générale de la FSU, FSU. Chers amis, chers camarades, je suis venue vous dire quelques mots de l'école, parce que l'école, c'est une véritable obsession pour les nationalistes qui cherchent à la façonner de manière à transformer radicalement la société. Et on a beaucoup parlé du rassemblement de l'internationale fasciste à quelques kilomètres d'ici. Parlons aussi de ce qu'est en train de préparer Pierre-Édouard Stérin en Sologne. Il pense à ouvrir un établissement qui répondrait à la charte de l'éducation intégrale. Et que dit cette charte ? Avez-vous lu ce qu'il y a dans cette charte ? Elle dit notamment, je cite, que chaque enfant sera accueilli dans le respect de l'ordre naturel de son identité sexuelle. Elle dit également que les enfants du réseau Saint-Joseph seront accompagnés pour éviter autant que possible les souffrances liées aux troubles de genre. Voilà l'école que prépare Pierre-Édouard Stérin. Une école qui nie les différences, une école de la discrimination. C'est une vision profondément conservatrice de l'école et ça montre bien ce que cherche à faire l'extrême droite de notre éducation. Et on le voit également à l'étranger. Qu'a fait Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir ? Il a supprimé le ministère de l'Éducation nationale pour donner la main à des États qui cherchent à mener une guerre contre les diversités. Il a cherché à censurer un certain nombre de livres. Aux États-Unis, parler de diversité, parler de changement climatique, parler des droits des LGBTQIA+, vous vaut désormais une forme de censure, une absence de financement. Voilà ce qu'est aujourd'hui la vision de l'école de l'extrême droite. Et pourquoi cherche-t-il à faire ça ? Tout simplement pour empêcher les élèves de lire, empêcher les élèves d'apprendre, empêcher les élèves de rêver, empêcher tout simplement les élèves de réfléchir. Voilà le programme de l'extrême droite. Empêcher la jeunesse de s'émanciper et de réfléchir. Et puis, nous l'avons vu aussi en Hongrie avec Orban. Orban qui a restreint la liberté pédagogique des enseignants, a imposé dans les programmes des valeurs chrétiennes et conservatrices. Et qu'a fait Orban quand il est arrivé au pouvoir ? Lui aussi a supprimé le ministère de l'Éducation nationale. Et vous savez aujourd'hui à qui sont rattachés les enseignants en Hongrie ? Au ministère de l'Intérieur. Voilà quel est le projet de l'extrême droite. Alors bien évidemment, la France n'est pas épargnée par cette vague de l'extrême droite. Je veux penser ici à notre collègue de Calais qui, parce qu'elle avait monté un projet sur les migrations, s'est vue jetée en pâture de l'extrême droite, menacée. Elle a dû vivre plusieurs jours sous la surveillance et sous la protection policière. Je veux penser à un collègue d'histoire-géographie qui, en Normandie, parce que dans ses supports pédagogiques, il avait mis des extraits d'une parole de rap, il s'est fait, là aussi, jeter en pâture par l'extrême droite. Voilà ce qui fait peur à l'extrême droite, qu'on utilise des supports pédagogiques très diversifiés, dont des chansons de rap. Alors oui, ne nous y trompons pas.
L'extrême droite, par nature, raciste, xénophobe, est un véritable danger pour l'école de la République. Elle est un danger pour nos élèves, elle est un danger pour nos collègues. Ne nous y trompons pas, l'extrême droite ne parle jamais de la baisse des moyens de l'école. L'extrême droite ne parle jamais des inégalités, sauf pour dire que c'est de la faute de nos élèves immigrés. Alors, bien évidemment, l'extrême droite est un danger. Et bien évidemment, la période est sombre. Mais regardons aussi les lueurs d'espoir. Dans l'éducation nationale, nous avons réussi à rassembler autour du programme DEVARS, le programme d'éducation à la vie sexuelle, affective et à la sexualité. Ce programme qui a été critiqué, dénoncé, qui a été complètement détourné par l'extrême droite, avec des mensonges relayés par les médias Bolloré. Un programme qui, selon l'extrême droite, servirait à apprendre aux élèves à se masturber, à apprendre la transition de genre. Tout ça est faux. Et dans le cadre notamment d'une large intersyndicale, avec des camarades qui sont présents ici, de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA, de Sud Éducation, nous avons réussi à mener la bataille, nous avons réussi à faire voter ce programme, nous avons réussi à remettre des notions absolument indispensables comme l'identité de genre, l'hétérosexualité ou l'homosexualité. C'est peut-être juste une petite victoire parmi d'autres, mais croyez-moi, pour nos élèves, pour nos collègues, c'est une grande victoire. Et cela montre une chose, c'est que dans l'unité syndicale, nous pouvons gagner des combats. Nous en avons gagné dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, la démonstration de force que vous menez, que nous menons, doit aussi nous permettre de construire les mobilisations à venir pour que définitivement montrer que non, l'extrême droite n'a pas sa place à l'école et n'a pas sa place en France. No pasaran. No pasaran. Je voudrais rebondir parce que il se trouve que je suis présidente de l'association des Amis de la Commune et que nous avons placé l'éducation cette année au cœur de nos réflexions et que le 12 juin à Paris, place de la Sorbonne, on en parle. Voilà. Donc maintenant, Emmanuel Duplessis pour Génération. Député du Loiret. Non. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Un vrai plaisir de vous accueillir ici dans le Loiret, particulièrement à Montargis. Un grand merci à tous ceux qui ont organisé ce contre-rassemblement. Il faut dire que l'extrême droite a particulièrement mal choisi son territoire, car si ici, malheureusement, on est dans une circonscription Rassemblement national, il faut savoir qu'à la ferveur de la mobilisation citoyenne de juillet dernier à travers le nouveau Front populaire, dans le Loiret, nous avons fait reculer l'extrême droite, les passant de 2 députés à un seul. Et c'est unique en France. Et je tiens à souligner cette mobilisation qui démontre bien qu'il n'y a pas de fatalité et que par la mobilisation, par l'unité du camp humaniste et progressiste, on peut faire reculer le Rassemblement national, l'extrême droite plus largement, mais que rien n'est gagné pour pas faire trop redondant avec les interventions précédentes. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la question de la remise en cause de l'état de droit, des droits constitutionnels et du droit international qui est supérieur à la loi, et l'idée qu'en démocratie, un gouvernement, quand bien même élu, ne peut pas tout se permettre vis-à-vis de ses concitoyens et qu'il existe des droits fondamentaux, tant individuels que collectifs, comme la dignité humaine ou la liberté d'association, la liberté syndicale qui est remise en cause partout dans les pseudo-démocraties désormais qui sont dirigées par l'extrême droite, et vraiment se battre contre l'idée que le droit des minorités ne serait pas le droit de tous. Nous sommes tous, au moins dans une dimension de notre être, minoritaires, et le droit des minorités est donc le droit de tout le monde, et la vraie nécessité de se battre pour que notre pays ne soit plus jamais une dictature de la majorité. Il faut bien avoir en tête que l'inscription et la plus-value, la supériorité des normes constitutionnelles et du droit international sur la loi sont le fruit des errements des démocraties avant la Seconde Guerre mondiale qui ont à la fois toléré l'esclavage, le colonialisme et le génocide, et que ça a été la réaction des États démocratiques d'inscrire comme norme fondamentale et supérieure à la loi la dignité humaine, les droits individuels et les libertés collectives pour que plus jamais, jamais une démocratie ne puisse se rendre coupable de crimes contre l'humanité. Et malgré l'inscription de ces normes supérieures dans nos constitutions, il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'égalité réelle, le droit de tous et toutes et l'égalité. Merci.
Donc, avant d'enchaîner avec la prochaine personnalité, je voudrais juste dire qu'on a déjà commencé les tables rondes, dont une sur écologie et extrême droite. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est à Edoui Plenel. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter. Donc, journaliste, écrivain, qui a beaucoup travaillé sur l'extrême droite et dont vous connaissez tous le site et formidable média, Mediapart. Bonjour à toutes et tous, amis et camarades. Si nous sommes ici, rassemblés dans notre diversité de sensibilité, de parcours, de chemin et d'engagement, c'est parce que nous savons toutes et tous que l'essentiel est en jeu. Sous ces divers visages dans le monde, qu'il s'agisse de Le Pen Bardella chez nous, de Orban en Europe et de bien d'autres, de Netanyahou, ce criminel, de Trump ou de Poutine, tous les visages de l'extrême droite sont unis dans un combat qui met en cause ce qui est à l'origine de tous nos combats, et notamment des premiers combats qui sur ceux des associations ouvrières et du syndicalisme. Ce sont les ennemis de l'égalité naturelle. Nous sommes les enfants, les fils et les filles de cette promesse de l'émancipation. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe et de genre. C'est ce moteur-là, cet horizon-là qui nous a permis d'inventer des droits politiques, des droits sociaux, des droits contre toutes les oppressions. C'est ce moteur-là qui nous permet de lutter pour défendre nos droits et pour en inventer de nouveaux, évidemment, par rapport à la destruction du vivant par ce capitalisme du désastre. Alors nous sommes ici pour défendre cet essentiel. Et nous y sommes. Et c'est là l'événement de Montargis, et bravo à toutes les bonnes volontés qui ont fait surgir ici même cet appel aux dirigeants et aux partis et aux syndicats nationaux. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se cacher, mes amis. Les vents sont contraires pour nous. Ils ont le vent en poupe. Ils sont, dans beaucoup d'endroits du monde, déjà au pouvoir. Et donc, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qui fait que nous les avons laissés progresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fond de l'affaire, c'est que nous ne nous sommes pas assez occupés de la société. Et de ce point de vue, il faut arrêter de penser qu'il faudra un jour, et nous savons les déceptions que cela a amené, faire barrage lors d'une élection. Non, il faut construire la digue aujourd'hui. Aujourd'hui, la digue, avec la société, avec ceux qui sont égarés, ceux qui ont peur. Il faut remobiliser la société. Il faut aller au cœur de là où on travaille, de là où on vit. Et cette mobilisation, cette digue antifasciste, elle doit être sociale, démocratique et internationaliste. Sociale parce que la clé, et cela a été dit par tous les précédents intervenants, il s'attaque à l'auto-organisation de la société. Nous savons que nous n'avons qu'acquis nos droits, pas parce que des gens nous les auraient donnés, parce que nous avons lutté. Des travailleurs, des femmes, des opprimés, des colonisés, tous, c'est eux-mêmes. L'heure de nous-mêmes a sonné, disait Aimé Césaire, dans ce beau manifeste de les luttes de toutes les émancipations sociales, démocratiques. Ils s'attaquent à l'esprit même de la démocratie et cela contamine l'ensemble du débat public, et y compris évidemment tous ceux qui leur font la courte échelle, qui sont aujourd'hui au pouvoir en France. Vous entendez toute cette litanie contre l'état de droit. L'état de droit, c'est nos droits. Ce ne sont pas les droits de l'État, c'est les droits de défendre nos droits contre un État oppresseur. C'est l'indépendance de la justice, c'est la liberté de la presse, c'est l'organisation des syndicats, c'est le droit de manifester, et ainsi de suite. Et enfin, nous le savons bien, et là, nous avons pris beaucoup de retard. Notre combat doit être internationaliste. Ils se sont organisés à l'échelle internationale. Ils parlent, ils discutent, ils font des colloques, ils traduisent leurs textes, ils discutent entre eux. Ils ont une pensée globale qui va de Moscou à Washington aujourd'hui. Alors il est temps
de sortir de nos petits replis nationaux. Il est temps de s'ouvrir au monde. Il est temps de faire cette digue à l'échelle européenne avec les peuples européens. J'en termine parce que toutes ces oppressions concernent le monde entier. Notre lutte est sans frontières. Les damnés de la terre sont sans frontières. Et je voudrais juste vous dire ces mots d'Aimé Césaire que j'ai déjà cités. En 1941, il disait « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre parce que l'ombre gagne. » L'ombre gagne. Et oui, elle gagne aujourd'hui. Et Sophie Binet l'a très bien dit. Il est minuit moins une. L'ombre gagne. Alors nous devons dire non à l'ombre et nous devons nous dire tous ensemble, en mettant de côté des querelles, des divisions, des petites différences qui n'ont pas lieu d'être. Nous devons tous nous rassembler pour dire toujours aimer Césaire, toujours aimer Césaire. Nous ne laisserons pas le monde aux assassins d'aube, l'aube de l'émancipation, l'aube de l'égalité. Merci. Et vous retrouverez Edoui Plenel dans une table ronde sur les médias et l'extrême droite. Et donc là maintenant, Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, écologiste. Merci. Alors les écologistes sont là, ils me suivent, ils montent sur scène pour envoyer le même message et un message qui doit résonner en ce moment à Mormont sur Vernisson. Je vous invite à faire beaucoup de bruit pour qu'on nous entende là-bas. Car nous... No, pas Saran. Nous sommes ici dans des terres qui sont marquées par cette montée du Rassemblement national. Imaginez aux élections européennes, à Mormont-sur-Vernisson, 89,7% a fait le RN. C'est énorme et ça nous indique le risque devant lequel nous sommes. Montargis est aussi un territoire qui a un député du Rassemblement national, anti-science, anti-écologie, anti-social, anti-démocratie. Vous le connaissez, je ne nommerai pas son nom. Cette extrême droite, elle est rampante. Elle sévit partout. Je viens de Tours. À Tours, nous avons des groupuscules d'extrême droite, des Tours et des Lys, certains les connaissent quand ils sont à Tours, qui samedi, pendant la marche des fiertés, nous attendaient de manière provocante pour dire combien la diversité leur pose problème, combien le combat LGBTIQIA+, était loin de leur réflexion. C'est aussi la nuit du bien commun que nous avons combattu à Tours, le faux nez de ce terrain. Je ne sais pas si vous connaissez cette opération de fausse philanthropie qui est une manipulation supplémentaire et qui s'inscrit pleinement dans le plan Périclès, ce plan de prise de pouvoir par l'extrême droite. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, c'est lui. Vous croyez vraiment? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule. Et il est trop tard pour l'expulser. C'est Françoise Giroud qui disait ça, ses paroles résonnent particulièrement dans le moment aujourd'hui. Rien n'a changé. L'opération de ripollinage ne fonctionne pas. Les cadres du RN tentent de faire croire qu'ils ont changé. Mais le fonds de commerce est toujours le même. L'Holocauste comme détail de l'histoire, rien n'a changé, c'est toujours là. Regardez les 9 députés qui se sont fait prendre la main dans le pot de confiture, cette confiture gluante et dégueulasse, qui parlait de racisme, qui parlait d'antisémitisme, ce groupe Facebook qui réunissait des collaborateurs, collaboratrices, ils portent là cette fois bien leur nom, du Rassemblement national. C'est ça le Rassemblement national, ils n'ont pas changé. À l'Assemblée, ce sont des lois honteuses qui sont soutenues par le Rassemblement national. La honteuse loi de l'immigration, la énième loi de l'immigration, l'allongement du délai légal d'interruption volontaire de grossesse, leur projet pas assez commenté de loi constitutionnelle pour imposer la priorité nationale dans notre pays. Regardez ce projet de loi constitutionnelle, il nous dit ce que fera le Rassemblement national si demain il est au pouvoir. Le RN, c'est l'ennemi des classes populaires. Derrière son discours pseudo-social, il vote systématiquement contre l'augmentation des pensions de retraite, contre l'augmentation du SMIC, contre la revalorisation, contre le gel des loyers, bref, toutes les mesures qui seraient utiles pour les populations, il les refuse. Et puis ils veulent faire croire qu'ils sont l'incarnation des traditions les pires. Mais quand on s'accroche aux traditions les pires, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. Et c'est ça la tâche qui nous attend. Et Edoui Plenel l'a dit, je partage pleinement. Nous sommes devant un chantier immense, celui qui nous permettra de vaincre les humiliations senties par chacun et chacune partout dans nos territoires. Ces humiliations, c'est la désindustrialisation de notre pays.
Ces humiliations, c'est le travail abîmé. Ces humiliations, c'est les relégations territoriales, qu'il s'agisse des territoires ruraux, des quartiers populaires ou des zones périphériques. Mais c'est aussi ces humiliations, l'écologie qui joue pas avec les gens et qui n'est pas perçue comme étant au service des gens. C'est aussi le Rassemblement national est contre l'écologie, contre la culture, contre le féminisme, parce que ça lui permet d'incarner là des ennemis tout trouvés. Alors nous sommes réunis ici à Montargis pour dire non, pour incarner un symbole. Mais je voudrais croire qu'il ne s'agit pas d'un énième sursaut, mais que derrière ça, nous construisons quelque chose collectivement. Je le dis avec gravité parce que nous n'avons pas le droit d'en rester à nos bisbilles ou à nos expressions les uns les autres entre nous par la voie de presse interposée. Nous devons constituer la force qui empêchera le péril brun dans ce pays. C'est indispensable. Et cette unité, nous devons la fabriquer partout. Elle ne se fera pas par magie. Nous devons dès à présent nous organiser, l'ensemble des forces de gauche, progressistes, écologistes, l'ensemble du mouvement social. C'est à ce prix-là, c'est la seule voie possible pour empêcher le Rassemblement national d'arriver. Et aujourd'hui, nous envoyons ce message contre le RN, mais nous envoyons aussi un message de notre capacité à converger. Elle ne doit pas être ponctuelle, elle doit être la voie qui nous guide les uns et les autres. Ces deux messages sont indissociables. Alors, ce n'est que le début. Continuons le combat. No pasaran. No pasaran. No pasaran. Merci beaucoup. Bon, on va accueillir plus de, comme on dit, de personnalités de la société civile, et en particulier la société civile montargoise. Donc, nous avons tout de suite Leila Petit de l'association France-Palestine Solidarité de l'Indre-et-Loire. Bonjour, merci à vous toutes et tous qui êtes mobilisés et aux organisatrices et organisateurs de ce nécessaire contre-rassemblement. Militante dans le Loir-et-Cher, j'interviens ici pour l'association France-Palestine Solidarité, parce que l'État d'Israël est un exemple terrifiant de régime basé sur une idéologie colonialiste, raciste et où l'extrême droite s'est imposée jusqu'à conduire au génocide à Gaza, à l'accélération du nettoyage ethnique et de la colonisation en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Ce qu'il se passe à Gaza depuis plus de 600 jours s'inscrit dans la continuité d'un processus colonial. Le terreau du colonialisme israélien, c'est l'idéologie sioniste. C'est une réponse terrible à l'antisémitisme européen. Juifs et non-juifs ne pourraient pas vivre ensemble. Dès sa mise en œuvre dans la Palestine mandataire, le sionisme sera donc un colonialisme de remplacement ayant comme projet l'expulsion des autochtones avec tous les massacres et la Nakba que l'on connaît. Sans l'apport décisif des groupes terroristes d'extrême droite comme l'Irgun et le groupe Stern qui ont fait le sale boulot, jamais l'État d'Israël n'aurait obtenu autant de terres dès sa création, bien plus que ce qui était prévu par le plan de partage. Tous les gouvernements israéliens successifs participent à la colonisation des terres, pseudo-gauche sioniste comprise. En 2018, l'apartheid a été officialisé avec la loi Israël, État-nation du peuple juif. Du coup, seule la moitié de la population vivant entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain a des droits. Le sionisme israélien a aussi fabriqué un roman national meurtrier. Ce roman, c'est « Ce pays est à nous, nous avons été exilés il y a 2000 ans, nous rentrons chez nous, dans une terre sans peuple, pour un peuple sans terre ». Cette théorie de l'exil des Juifs et de leur retour, c'est une construction idéologique. Mais les programmes scolaires israéliens présentent ça comme de l'histoire. Le colonialisme israélien a instrumentalisé la religion juive. Aujourd'hui, la Bible est utilisée comme un cadastre, comme un livre de conquête coloniale. En quoi tout cela nous concerne-t-il ici ? Ce qu'il se passe en Palestine nous concerne ici.
parce que l'extrême droite a aussi utilisé le génocide en cours à Gaza pour pervertir le débat public, en banalisant 3 notions qui sont porteuses de racisme et d'islamophobie et qu'on retrouve sans arrêt dans les médias dominants. Ce sont l'importation du conflit, le nouvel antisémitisme et le choc des civilisations. Importation du conflit. À chaque fois qu'on parle des manifestations de solidarité avec la Palestine, l'expression surgit. Pourtant, jamais on ne parle d'importation du conflit au sujet des manifestations en soutien aux Ukrainiens ou aux femmes iraniennes. Quand on dit qu'il ne faut pas importer le conflit, c'est pour stigmatiser les soutiens à la Palestine et notamment les habitants des quartiers populaires qui, évidemment, n'auraient aucune analyse politique. C'est aussi une façon de présenter la solidarité avec le peuple palestinien comme une source potentielle de violence. Le maire ex-Les Républicains de Chalon-sur-Saône a dit il y a une semaine « Le drapeau palestinien est devenu le symbole des émeutiers, le signe de ralliement de bandes islamistes décidées à défier les institutions républicaines. » Le choc des civilisations, le supposé choc des civilisations. Netanyahou place l'attaque du Hamas sur le même plan que le 11 septembre 2001 à New York, ou les attentats de Paris en 2015, pour se positionner en leader d'une guerre contre le terrorisme en général, en évacuant l'essentiel. Le fait est qu'il est à la tête d'un État colonial et donc criminel. L'État d'Israël serait un rempart de la civilisation occidentale à l'avant-garde du combat contre un monde musulman forcément violent, forcément antisémite. Enfin, la théorie du nouvel antisémitisme, ça permet de délégitimer, de réprimer la solidarité avec la Palestine en interdisant toute critique de la politique israélienne. Pour les fascistes qui sont réunis aujourd'hui à Mormant-sur-Morisson, c'est très intéressant parce que ça permet d'occulter tout le passé d'anti-judaïsme, puis d'antisémitisme de l'Occident chrétien qui a abouti au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le Rassemblement national, c'est l'occasion de se normaliser en faisant oublier ses propres racines clairement antisémites, puisque le Front National a été fondé par d'anciens Waffen-SS. Cette instrumentalisation de l'antisémitisme était à l'œuvre avec la participation du RN à la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023. Et il y a peu, les extrêmes droites s'entraident par-delà la Méditerranée et Netanyahou accueillait à Jérusalem Bardella et Marion Maréchal Le Pen à une conférence, je vous laisse deviner, sur l'antisémitisme. Et ce n'est pas une mauvaise blague. Ce qu'il se passe à Gaza et en Cisjordanie est donc terrifiant. Premièrement, évidemment, à cause de ce que subit la population dans la volonté de destruction de l'identité palestinienne par le gouvernement israélien. Mais ce qui est effrayant aussi, c'est la complicité active des dirigeants occidentaux avec le génocide, dans un contexte de mondialisation des extrêmes droites. Ce qui se passe aujourd'hui engage notre devenir. La Palestine, c'est un laboratoire de choses qui pourraient être appliquées ailleurs. La privatisation de l'aide, la généralisation de la surveillance avec la reconnaissance faciale. Comme le disent B, la lutte pour la Palestine nous libère. Depuis le 7 octobre, on a vu à quel point la liberté d'expression était limitée en France, avec l'interdiction de manifester, de montrer le drapeau palestinien, des mots à ne pas prononcer, des paroles déformées. On n'en peut plus des apologies du terrorisme, on n'en peut plus de l'antisémitisme non fondé. Le mouvement de solidarité avec la Palestine est particulièrement dans le viseur. Mais c'est bien tout le mouvement politique, syndical, social, associatif qui n'accepte pas le monde tel qu'il est, qui se mobilise pour des valeurs de justice, de solidarité et d'égalité des droits qui est menacé. Pour paraphraser Daniel Ben Saïd, il faut résister à l'ère néofasciste du temps. Le peuple palestinien a un besoin urgent d'une solidarité internationaliste, mais les Israéliennes et les Israéliens aussi. La paix et la sécurité des uns et des autres, jusqu'à la Syrie et le Liban, ne seront possibles que par l'application du droit international au peuple palestinien.
Alors continuons avec courage à lutter ensemble pour les droits du peuple palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra, Tahia Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Oui, merci beaucoup. Il faut enchaîner, je suis désolée. Donc, je vais demander à Aurélien Boudon de venir de Solidaire, s'il vous plaît, pour pouvoir enchaîner. Merci. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Je voudrais commencer en saluant la réussite incontestable de cette initiative et de cette manifestation aujourd'hui à Montargis. Je voudrais remercier les camarades qui ont pris cette initiative, dont je pense peu disaient encore il y a quelques semaines qu'elle aurait une telle ampleur. Et cette initiative, elle est précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle a le mérite d'exister dans un endroit qui n'est pas une circonscription du nord-est parisien où le Rassemblement national ferait en dessous des 10% aux élections. Et donc le mérite est d'autant plus grand de montrer que le camp du progrès social partout peut se mobiliser pour contrer cette internationale d'extrême droite qui a cru bon aujourd'hui de se rassembler dans cette région du Gâtinais. Ce qui frappe également dans cette mobilisation, et que chacun aura noté, c'est son caractère unitaire. Son caractère largement unitaire. Et cette mobilisation, elle prend place un an après la dissolution qu'a cru bon de prononcer Emmanuel Macron, donnant ainsi une chance unique à l'extrême droite de prendre le pouvoir dans les jours qui suivaient. C'est dans ce moment-là que chacun ici, et d'autres bien sûr, ont su ce qu'était leur devoir. C'était de tout arrêter pour se consacrer à ce qu'était la seule et unique tâche de la période, tout faire pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Alors l'extrême droite n'a pas été en mesure de gouverner à l'issue des législatives, mais nous mesurons toutes et tous aujourd'hui que ce danger est bien loin d'être écarté. C'est pour ça que cette unité, il nous faut la faire perdurer. Nous savons que rien n'est jamais gagné. Nous savons aussi qu'elle ne peut pas se construire uniquement au moment des échéances électorales, mais c'est bien dans la durée que ce combat contre l'extrême droite et ses idées doit se construire. Des échéances arrivent. Au plus tard, nous aurons les élections municipales de 2026 et nos camarades qui travaillent dans les collectivités territoriales les voient arriver évidemment avec inquiétude, car pour trop d'entre eux et elles, c'est le risque de changer de patron. Et on voit dans les mairies déjà conquises par l'extrême droite ce que ça veut dire quand c'est l'extrême droite votre patron. Mais l'on voit aussi ce que ça veut dire pour l'ensemble des usagers et usagères, pour l'ensemble des habitants de ces municipalités, puisque les municipalités ont évidemment un certain nombre d'attributions et de compétences qui permettent déjà de mettre en œuvre une partie du programme raciste, du programme de division du Rassemblement national. Combattre l'extrême droite, c'est également un devoir, car l'extrême droite tue. Les orateurs et oratrices précédents ont rappelé évidemment les meurtres d'Aboubacar Cissé, le meurtre d'Hichem Miraoui, et nous voulons nous joindre aux rassemblements qui se tiendront dans de nombreuses villes ce jeudi. Car aujourd'hui, un crime raciste ne peut se faire dans l'indifférence générale et il est important de se mobiliser pour que plus jamais cela n'arrive. Et nous savons à l'Union syndicale solidaire que l'extrême droite tue, car ce week-end encore, nous défilions, comme chaque année depuis 2013, à l'occasion des 12 ans de la mort de notre camarade Clément Méric, battu à mort par des militants d'extrême droite dans une rue de Paris. Alors souvent on nous dit, est-ce que combattre l'extrême droite pour un syndicaliste, ce n'est pas faire de la politique alors que le syndicalisme ne devrait pas faire de politique, devrait être indépendant, apolitique? Comme les autres organisations syndicales ici présentes, nous le disons, le syndicalisme est l'inverse de l'extrême droite. En ce que le projet du syndicalisme, c'est l'organisation de la solidarité entre toutes et tous les travailleurs et les travailleuses. Il est foncièrement incompatible avec l'extrême droite, il est foncièrement incompatible avec la préférence nationale. Et on ne peut pas faire sérieusement du syndicalisme sans combattre l'extrême droite. C'est pour ça que ce combat, nous le poursuivrons toutes et tous ensemble. No pasaran.